يوسف مرحبا بك. يحفظك بابا. لاباس ميرسي. عليك؟ صافا والله الا بخير الحمد لله. بخير. Tout va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Naidatech. Avec plaisir. Alors, juste une petite introduction sur la Naidatech. Naidatech, c'est une initiative collective. Le but, c'est de mettre en lumière les startups marocaines. Donc, كلشي يمكن له يساهم في هذه l'initiative. Et l'idée, c'est de développer un label pour promouvoir un peu les startups marocaines en local et à l'international. Comme ça, quand on parle de Naidatech, on sait que c'est une startup marocaine à l'image de ce qui est fait en France sur la French Tech. اليوم on reçoit Youssef Ben Kiran qui est CEO de Vision Business Consulting. Alors, Youssef est un ami d'abord. On se connaît depuis longtemps. On a créé une boîte ensemble. On a créé une boîte qui s'appelle Hélicoptère, le meilleur logiciel de cooptation au monde. On va peut-être on va peut-être en parler avec Youssef plus tard. Et surtout, j'ai invité Youssef surtout parce que son expérience est très intéressante, son parcours est intéressant parce que il connaît à la fois les startups, il en a déjà créé et il a développé une boîte, donc ça fait maintenant à peu près 6 7 ans, une boîte qui est basée au Maroc et en France. Il travaille avec pas mal de banques marocaines et il gère une équipe très importante. Il va nous parler de tout ça. Youssef, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter ton parcours, ce que tu as fait comme études, expérience, jusqu'à l'idée de créer Vision Business Consulting? La version longue, la version courte ou la version intermédiaire? La présentation. Alors, comme tu veux, comme tu veux. Alors bon, je vais le faire entre 3 et 5 minutes. Donc, je m'appelle Youssef Ben Kiran. J'ai grandi à Rabat. J'ai étudié au collège l'Aïcha, pour ceux qui connaissent. Ensuite, au lycée Moulay Youssef. Pur produit de l'éducation publique marocaine, jamais fréquenté une école privée, même le primaire, même Farraud 12 sauf le MSID, hein, pour démarrer. Ensuite, après Hachi, j'ai fait l'université de Bordeaux 1. Je suis parti en France. L'université de Bordeaux, un filière informatique, et par la suite, j'ai intégré l'ENSERB, l'École nationale supérieure d'électronique informatique et radiocommunication de Bordeaux, et le LABRI, le laboratoire bordelais de recherche en informatique. Et par la suite, j'ai rejoint Paris, où j'ai travaillé un petit peu sur plusieurs secteurs, de la banque, Société Générale, l'automobile, PSA Peugeot Citroën, et j'ai travaillé ensuite dans une start-up française qui s'appelait Solutions à l'époque, ensuite SafeScore, dans laquelle je suis toujours associé. Et en fait, dans cette startup française, on a développé les premiers logiciels de ce qu'on appelle la GSAO, la gestion de sécurité par ordinateur, qu'on a réussi et qu'on avait déployé chez toute la grande distribution française, Carrefour, Decathlon, Leroy Merlin, Sephora, Lafayette, Darty, et j'en passe. Euh, et par la suite, donc j'ai pris mon indépendance de cette entreprise d'un point de vue collaboration. J'ai gardé mes parts et je me suis orienté vers un projet personnel qui est la création d'une ESN, entreprise de services du numérique, qui s'appelle Vision Business Consulting, et qui emploie aujourd'hui une trentaine d'ingénieurs, avec une existence à Paris, à Casablanca, à Rabat et à Orlando aux États-Unis, en Floride. Euh, voilà, donc en gros, elle a 3 secteurs d'activité aujourd'hui: du conseil en organisation via les systèmes d'information, destiné particulièrement aux banques et aux assurances, si on veut lui accorder une orientation fonctionnelle. Le développement IT, l'intégration de logiciels IT, et la partie formation et conduite du changement. Donc en gros, il a le parallèle avec le monde de la santé. C'est le diagnostic, c'est la partie orga.
où on essaie de mettre en place une maquette qui reprend les différentes composantes de l'organisation de l'entité cible, une cartographie pour déceler quels sont les modules qui peuvent impliquer du risque opérationnel. Et par la suite, on passe à la partie pharmacie, on va dire, au traitement, puisque soit la solution de la problématique posée pour gagner en efficience passe par le développement de logiciels from scratch, la partie BI, Business Intelligence, la partie interopérabilité des systèmes, la partie middleware, la partie logiciel fonctionnel, des logiciels sur mesure, soit le développement from scratch, soit l'intégration de logiciels marché qui existent déjà. Et à ce titre-là, on est partenaire de plusieurs éditeurs de logiciels. Et voilà, toujours pour faire le parallèle avec le secteur de la santé, ben, après avoir diagnostiqué le problème de santé, après avoir prescrit le bon traitement, ben, il faut de la rééducation. Et c'est la conduite du changement, c'est la partie rédactionnelle de manuels de procédure, de guides d'utilisateurs, etc., jusqu'à la stabilisation du dispositif. Donc voilà en gros notre métier. Alors, في المغرب تنخدموا مع les banques et les assurances en particulier. Je peux citer le Crédit du Maroc, la BNCI, la Société Générale. On a bossé pas mal avec Tijari Wafa Bank aussi, sur plusieurs volets très, très variés. Avec le groupe OCP également, avec Saham Assurance. Voilà, donc les clients Flumrep. En France, c'est plutôt la grande distrie, comme je l'ai expliqué, et également les opérateurs des énergies renouvelables, en particulier Vestas, qui sont les numéros 1 au monde pour tout ce qui est éolienne, Engie et General Electric. Voilà. D'accord, Donc, très rapidement, le parcours très d'Yali bien. et la thématique de l'expertise de l'entreprise que je représente. Très bien, Voilà. très bien. Et alors, la question que je veux te poser, c'est que, donc là, tout ça, et tu l'as fait en 6-7 ans, à peu près, la création de la boîte. Oui, C'est quoi les choses les plus difficiles que tu as rencontrées au moment du lancement? Je sais que au début, tu faisais beaucoup d'offshore, donc tu travaillais avec des sociétés françaises oui, avant de développer pleinement l'activité au Maroc. Qu'est-ce oui. qui a été le plus difficile, justement, quand tu as décidé de lancer l'activité au Maroc? Alors, le plus difficile quand on quand on décide de lancer l'activité au Maroc, c'est une chose, c'est la légitimité. C'est un mot qui veut tout et rien dire, mais c'est un mot qui est très important ici au Maroc. Parce que, bon, il faut dire les choses, le relationnel est plus valorisé au Maroc que la compétence. Alors, يمكن لك يكون عندك la compétence Libretti, tu peux avoir la meilleure compétence du monde. Si tu n'as pas un bon relationnel, ça ne va Ça pas passe passer. d'abord par le relationnel. Ça passe d'abord par le relationnel. Donc, la première problématique qui se pose, en fait, quand on lance une entreprise au Maroc, c'est qu'il faut une porte d'entrée. Donc, même si on a la compétence qu'il faut. Donc, les premières difficultés, c'est-à-dire qu'il faut avoir des références sur lesquelles on peut capitaliser pour aller au-delà et pour mettre en avant ses compétences et son savoir-faire. D'accord, d'accord, très bien. Euh, bon, il y a d'autres difficultés, il y a beaucoup d'autres On va en difficultés parler. On va, sur lesquelles on pourrait en parler. Mais j'ai exactement. parlé de la première, non pas en termes d'importance, mais en termes de chronologie, on va dire. Très bien, très bien. Et toi, du coup, Youssef, toi, tu as développé ta boîte sans financement, donc Oui, complètement avec des fonds propres. Et ça, c'est oui, c'est très intéressant parce que arriver en 6-7 ans à avoir 30 personnes et autant de clients, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une success story. Donc, est-ce que, comment on fait sans développer sa boîte sans prendre de crédit, sans faire de levée de fonds, sans demander des. Alors, je ne sais pas si tu as emprunté de l'argent ou pas pour lancer ta boîte, mais est-ce non. que, est-ce qu'on peut le faire sans financement au Maroc? Alors, c'est difficile, mais c'est faisable. La vérité, je n'ai jamais fait de levée de fonds.
je n'ai jamais accédé à des financements. La première fois où j'ai souscrit à un crédit bancaire, c'était il y a quelques mois. Parce que D'accord. j'ai fait face, notre entreprise a fait face, La de période la du même Covid. manière que les autres entreprises, aux difficultés qui sont liées au contexte sanitaire mondial et aux différents confinements et aux différents arrêts de projets qui sont arrivés d'une manière assez brusque, sans introduction. Et il fallait bien pouvoir éviter la catastrophe, garder les différents salariés qui sont habitués, pouvoir financer son fonds de roulement, etc. Et c'est la première fois où j'étais obligé de prendre du crédit. D'accord. Mais ça s'est passé relativement dans de bonnes conditions. À part ça, effectivement, comment on fait pour pouvoir... C'est qu'il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Il faut éviter de se lancer dans des gros projets, même si on a la capacité de les faire, même si on a les capacités de les mener. Et il faut s'armer de patience, comme j'ai dit, et il faut essayer de vendre avant d'acheter. C'est une C'est-à-dire, notion il faut, start-up, celle-là. Ça, c'est une. voilà, c'est une notion très start-up. Il faut s'assurer du client avant de s'adresser aux fournisseurs. Alors, par fournisseur, j'entends le recrutement d'un nouveau salarié, j'entends la souscription d'un contrat de sous-traitance avec un freelance, j'entends l'achat d'une licence, d'un logiciel, etc. Mais il D'accord. faut arriver à vendre, arriver à expliquer la réelle valeur ajoutée qu'un client pourrait avoir lors de l'intervention, jusqu'au moment où il nous donne son accord de principe et juste avant la signature client, mais vraiment au dernier moment, c'est là où on fait notre investissement pour vraiment assurer le coup jusqu'au bout. Mais effectivement, si on ne fait pas de levée de fonds, certainement on avance très doucement. Ça, c'est une certitude. Il faut être très patient. Et on voit défiler des opportunités. Si on fait l'allégorie avec, euh, avec de la chasse, on laisse filer les gros gibiers. On D'accord. pourrait très bien chasser, mais on sait très bien que notre capacité est limitée, donc on ne se lance pas dans les gros gibiers. On laisse Ça, filer. c'est un point très intéressant parce que moi, comme tu le sais, j'ai une expérience. J'avais créé une société de services en 2010 pendant Oui, 3 ans et justement, on a arrêté l'activité parce qu'on a été très gourmand. Et on est allé chercher des projets qui étaient plus grands que la capacité de notre boîte à délivrer. Donc, ça a été très compliqué. On a pu gagner des projets, des gros projets, mais on était une petite boîte. Donc ça, c'est un point très intéressant de minimiser le risque. Donc, ce que tu dis, c'est que il y a des projets, tu es en capacité de les gagner, mais parce que c'est risqué, parce que c'est gros, parce que ça peut jouer sur la trésorerie de l'entreprise, parce que tu seras lié à un seul ou deux gros clients et donc ça pèse, c'est un risque important sur la boîte. Donc, il y a des projets que tu ne prends pas ou que tu ne vas pas chercher parce qu'ils sont trop gros par rapport à la capacité de la boîte ou en tout cas, ils sont risqués sur la santé financière de la boîte. exactement. En fait, des fois, dès qu'on se rapproche du un tiers du chiffre d'affaires avec un seul client, déjà, c'est un indicateur en rouge. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que la gestion de l'entreprise est. On n'avance pas lorsqu'il s'agit d'un client qui occupe plus de 33% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ça, depuis 4 ans maintenant. Très bien. Et on refuse des projets. On refuse des projets, alors qu'il y a la capacité de recruter derrière Et et ça, d'avancer. et ça, Mais c'est une règle que tu as eue depuis le début ou c'est par rapport à une expérience que tu as décidé de fonctionner alors, comme ça? voilà, comme j'ai expliqué depuis le début, alors on est obligé de commencer par du monoclient, ça c'est sûr. Alors, au démarrage, pour être complètement transparent, j'ai démarré avec deux choses. J'ai démarré avec de l'offshore, étant donné que je travaillais toujours avec l'entreprise dans laquelle j'étais associé en France, qui s'appelle SafeScore, pour ne pas la citer. Euh, euh, c'est une entreprise dans laquelle je suis associé également. Donc,
Donc, c'est une entreprise que je connais très bien, pour Dans laquelle j'ai laquelle tu as déjà travaillé une dizaine d'années à peu près, voilà, une dizaine d'années en et France. dans laquelle tu as participé à la création de la filiale Maroc. Exactement, dans laquelle j'ai participé grandement à la création de la filiale marocaine, pour laquelle j'ai dirigé la filiale marocaine de production pendant quelques années, et donc que je connais très bien. Donc, c'est une entreprise qui a été mon premier client, et mon deuxième client, c'était un acteur bancaire marocain pendant 2-3 ans. Donc, le démarrage s'est fait ainsi. Euh, Par la suite, effectivement, euh, j'ai capitalisé sur ces deux éléments pour avoir de nouveaux clients et pour investir davantage sur l'équipe commerciale, puisqu'aujourd'hui on a 3 commerciaux, sur la structuration de l'entreprise d'un point de vue administratif, avec une équipe administrative de 2 personnes aujourd'hui, sur la structuration de l'entreprise d'un point de vue sourcing et ressources humaines, avec une équipe de ressources humaines, etc., etc. Très bien. La structuration de l'entreprise avec les différents volets, un volet software développement, un volet infrastructure, un volet formation, etc., etc. Voilà, D'accord. donc ça s'est fait ainsi. Très bien. Et tu as parlé alors je savais que tu avais, la boîte existait à Paris et à Casablanca, et là vous ouvrez une filiale aux États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis et pas un prolongement vers l'Afrique ou ce que font la plupart des sociétés marocaines aujourd'hui? Pourquoi les États-Unis? Est-ce que c'est par rapport aux dernières annonces et le Non, soutien des États-Unis? non, C'est une non, blague, c'est une blague. c'est pour trois raisons. C'est pour trois raisons. La première raison est une raison complètement opportuniste. C'est que on a un client français qui s'est fait, pour lequel on développe des logiciels et qui s'est fait racheter par une boîte américaine. Donc, de fil en aiguille, on a vu qu'il y avait une boîte américaine et qui nous a demandé si on avait une filiale aux États-Unis pour qu'on puisse facturer directement. Et au lieu de répondre non, on a une filiale juste en France et on va facturer en euros, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est le bon moment. Ça a coïncidé avec la présence de mon frère à Orlando, en Floride. Alors, la Floride, il faut savoir que c'est l'un des États les moins taxés des États-Unis parce que c'est un État très touristique. Donc, ça nous a permis Ça également de facilite bien les choses. voilà, faciliter les choses. Et puis la troisième raison, c'est que c'est l'American Dream. Très Voilà, bien. depuis toujours, n'importe quel start-upper, quel que soit le pays, à un moment donné, il pense également Aux États-Unis. voilà, à se lancer également aux États-Unis. Et c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de sociétés qui suivent leurs clients. Ça peut être un axe de développement de suivre ses clients quand ils se déplacent, quand ils vont dans un autre pays ou quand ils ont une filiale dans un autre pays. Donc, c'est quelque chose de normal mais en tout cas, c'est très courageux de faire comme ça. Sur la partie, donc là, vous avez 3 filiales, donc une aux États-Unis aussi. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, parce qu'on se connaît un petit peu, et je sais que tu as deux qualités que j'aime bien chez toi, Youssef, c'est que c'est la partie recrutement. Tu es quelqu'un qui arrive vraiment à faire des bons recrutements. Alors, je ne sais pas d'où vient cette compétence et la gestion des équipes. C'est deux choses que j'ai remarquées chez toi. Et ça, c'est deux choses importantes. C'est que quand on développe une boîte, il faut bien sûr choisir ses clients, mais il faut choisir aussi ses employés. C'est très important. Et toi, je sais que c'est deux choses que tu fais extrêmement bien. Gérer les recrutements et recruter les bonnes personnes et ensuite les gérer, les motiver pour qu'ils restent dans la boîte et qu'ils s'épanouissent dans la boîte. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton expérience là-dessus et si tu as des conseils à donner aux auditeurs? Volontiers, mais déjà, c'est gentil de les avoir cités comme point Entre autres, positif hein. chez moi. C'est gentil. Le truc, bon, c'est pas quelque chose qui s'apprend, la vérité. Je vais dire en quoi ça consiste, mais j'ai 2 diplômes, diplôme d'ingénierie en génie logiciel, et un diplôme au niveau de l'Institut d'administration des entreprises à la Sorbonne Business School de Paris.
mais ce n'est pas des choses que j'ai appris ni dans le premier cursus ni dans le deuxième. Dans le recrutement, il y a deux volets. Il y a le volet hard skills, c'est-à-dire les compétences de tout un chacun, et il y a le volet soft skills, c'est-à-dire la manière d'être, le tempérament, la personnalité, les choses qui ne sont pas d'un ordre technique, mais d'un ordre humain. D'accord? Alors, pour les hard skills, il y a différentes manières pour mesurer la performance d'un candidat. Alors, des tests, des QCM. D'ailleurs, il y a énormément de startups qui se sont lancées dans le domaine. voilà, dans ce créneau-là pour lancer des tests en ligne, etc. Et il y a encore de la place, d'ailleurs, pour des startups pour qu'ils se lancent dedans. Est-ce que toi, tu utilises des logiciels de startup dans ce domaine ou pas pour l'instant? Oui, effectivement, en fait, mes chefs de projet utilisent pour tester les candidats d'un point de vue hard skills, ils utilisent j'ai oublié le nom du logiciel, mais c'est un logiciel qui permet vraiment de tester les développeurs d'un point de vue code. D'accord. Tu me donneras le lien, on le mettra dans les commentaires. Coding Game, je pense, oui. Je pense que c'est ça, Coding Game, je pense. Coding Games, très bien. C'est une start-up marocaine ou étrangère? Non, française. Française, d'accord, très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de startups marocaines qui sont dans le domaine. On essaiera de les mettre en lumière dans le blog de Naidatech. C'est un domaine qui est très intéressant. Avec plaisir. Donc, ce que je disais, c'est que les hard skills, c'est facile de les avoir. Mais pour moi, les hard skills, ce n'est pas la chose la plus importante dans le recrutement d'un candidat. Ce qui est le plus important dans le recrutement d'un candidat, c'est les soft skills. C'est son côté humain. Alors, quand je parle du côté humain, c'est sa passion. Est-ce que c'est un passionné? Est-ce qu'il travaille par contrainte ou par passion? Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que lorsqu'une personne travaille avec passion, elle a la capacité à exceller dans son travail. Elle a la capacité d'être force de proposition, d'avoir un œil critique même sur l'existant lorsqu'elle arrive. Deuxième chose, c'est toujours dans les soft skills, c'est le fait que le candidat soit sincère, soit authentique, qu'il ne joue pas un rôle, qu'il soit là réellement pour ce qu'il est, qu'il acquiesce lorsqu'il fait une erreur, qu'il dise oui, c'est une erreur, etc., et qu'il soit complètement transparent. Donc, c'est une question de sincérité. Et troisième chose, c'est qu'il soit respectueux. Il soit respectueux du choix des autres, qu'il ne juge pas les autres, etc. Et qu'il soit également respectueux envers l'entreprise, envers ses infrastructures, envers le matériel qui lui est fourni. Il ne parle pas très haut, il ne veut pas faire du mal aux autres de la même manière qu'il ne veut pas que les autres lui fassent du mal. Donc, à les trois éléments, la passion, le respect et la passion, le respect et le respect des autres et la façon d'être dans la société. Après, cette partie-là, façon d'être et comment réagir par rapport aux autres membres de l'équipe, ça, c'est plutôt dans la période d'essai. Ça, c'est compliqué de le souligner sur un entretien ou deux. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Bon, il y a des questions qu'on peut poser par rapport au vécu de tout un chacun. Il y a toujours la possibilité de fausser les choses, mais heureusement qu'il y a une période d'essai. Et alhamdoulilah, en fait, on n'a pas beaucoup de turnover et 70% de notre turnover concerne les périodes d'essai des personnes. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes rentrent, pour la majorité, elles restent pendant quelques années. Alhamdoulilah. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'on essaie d'impliquer les personnes non seulement dans le projet dans lequel ils sont, mais également par rapport au contexte global de l'entreprise. La culture de l'entreprise. Et voilà. Et ce que j'essaie d'instaurer, c'est une culture dans l'entreprise dans laquelle il y a du respect mutuel, dans laquelle il y a des problèmes avec le hagra, tels que le rapport de dominant-dominé, des problèmes qu'on voit très régulièrement, et dans laquelle tout le monde est écouté, tout le monde peut donner son avis. Et tout le monde a accès au patron aussi s'il a envie de discuter ou
Vous n'avez pas une structure hiérarchique dans ta boîte. Alors, est-ce qu'on n'a pas une structure hiérarchique? Il y a des grades. Il y a des grades, ingénieur, chef de projet. En termes de management administratif. Mais en termes de management, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, de critiquer ce qu'il veut, tant que c'est dans le respect mutuel, effectivement. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. OK, Est-ce que je suis ouvert pour écouter tout le monde? Personnellement, bien sûr, oui. Tant que je suis là, c'est disponible. tant que voilà, j'ai de la. Et j'essaie de me forcer au maximum, euh, de la manière qu'on fait qu'on organise ensemble ce débat-là. J'essaie d'être disponible au maximum pour faire autre chose que mes tâches régulières, quotidiennes, etc. Très bien. J'essaie de discuter, de m'intéresser également à chacun, effectivement. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est J'essaie la. surtout de transmettre cet esprit, c'est surtout ça. C'est qu'il faut que ça devienne contagieux, il faut que tout le monde soit dans le même état d'esprit. Mais, alhamdoulilah, Zama, chez nous, Zama, il y a plusieurs catégories de personnes et il y a des gens On qui le huent. voit, on voit que ça respire la joie de vivre quand on regarde les quelques posts LinkedIn de Vision Business Consulting. Donc, ça se voit un petit peu sur les réseaux sociaux de temps en J'espère temps. que ça reflète la réalité, en tout cas. J'espère. Très bien. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, ça, c'est le volet recrutement. Une fois que les personnes sont là et sont recrutées, sont dans la boîte, sont dans la culture de la boîte, comment tu fais, quels sont les leviers que tu utilises pour garder ces gens-là dans la boîte, de les faire participer activement au développement de la boîte et qu'ils soient épanouis dans la société? Alors, premièrement, c'est et c'est pas une invention, on n'a pas inventé la roue. Euh, pour les équipes d'ingénieurs, lorsqu'on travaille ensemble, il y a la méthodologie Scrum Agile. Et parmi les b.a.-ba de la méthodologie Agile, c'est l'écoute des remarques de tout un chacun. Tout le monde peut donner son avis et tout le monde peut exprimer ce qu'il veut dire. Et cet avis-là doit être pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire, mais il doit être pris en compte et on doit expliquer, on doit communiquer. C'est la communication continue. Deuxième chose, on essaie au maximum de s'inscrire dans une relation win-win, lose-lose avec tout le monde. Si l'entreprise gagne, il faut que les salariés, les collaborateurs, les freelancers gagnent aussi. C'est-à-dire qu'il y a un système de primes qui existe avec l'équipe commerciale, bien entendu, également avec l'équipe des ressources humaines, mais également avec l'équipe administrative, également avec les chefs de projet, pour qu'en fonction des différents projets, il y a toujours un pourcentage de la marge qui est redistribuée aux salariés, Très bien. systématiquement. Ça permet à tout le monde de s'inscrire dans du win-win. Si l'entreprise gagne, il gagne, et du lose-lose. Si l'entreprise perd, ils perdent également quelque chose. Et Donc, ils sont ça pleinement concerne tout le impliqués, ils monde. sont pleinement impliqués Même l'équipe administrative, Zama, on parle de tout le monde. Jusqu'à l'opérateur terrain. Très bien. Jusqu'à l'opérateur terrain, il a également un système de primes. Donc, le fait de s'inscrire dans de win-win, lose-lose, je pense que c'est l'idée de base. Il ne faut jamais se mettre. Le garçon de café, il ne veut même pas, Se servir. il ne veut même pas te servir parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Donc, ça, Et moi, parce que ça change rien pour lui. ça ne change rien pour lui. Et ça, tu le vois tout de suite. Tu vois très bien qu'il n'est pas intéressé au chiffre d'affaires réalisé ni à la marge de la journée. Alors que s'il était intéressé, son comportement changerait radicalement. Et c'est le cas pour plusieurs secteurs. Là, tu le vois très bien. Tu le vois très bien quand les gens travaillent juste pour toucher leur même salaire de toute façon à la fin du mois. Et ils savent très bien que de toute façon, qu'ils travaillent beaucoup, ils ne travaillent pas beaucoup, qu'ils travaillent bien ou qu'ils travaillent de manière médiocre, ils toucheront la même chose et Ouais. leur évolution, de toute façon, est bloquée. Et Donc, donc, l'objectif, c'est d'instaurer. ça rejoint le point que tu as évoqué tout à l'heure sur le recrutement, c'est qu'il faut bien choisir, il faut faire la différence entre les gens qui arrivent pour un entretien et qui arrivent et qui sont soit sous la contrainte,
C'est-à-dire qu'ils ont juste besoin d'un job et ceux qui sont vraiment motivés et qui vont être impliqués dans la boîte, ça, c'est quelque chose d'important au moment du recrutement. Et du coup, ça joue par la suite, effectivement, sur leur épanouissement dans la boîte et sur leur implication surtout. Là, pour moi, en fait, bon, il faut faire son maximum pour avoir les personnes qui ont des hard skills, ça c'est clair. Pour les, pour les soft skills, ça se joue surtout post-recrutement. Surtout post-recrutement. Quelle est la politique de ressources humaines qu'on souhaite mettre à l'intérieur de l'entreprise? Quel est le niveau de marketing interne? C'est une notion qui n'existe pas beaucoup au Maroc, et même en France, elle arrive à peine. C'est le marketing interne. Comment est-ce qu'on peut marketer la Les valeurs marque de la boîte en employeur, interne. voilà, la marque employeur en interne, pour faire en sorte que les employés s'inscrivent en fait dans, se sentent vraiment corporate et qu'ils défendent les couleurs de l'entreprise parce que finalement, ce sont leurs couleurs. Très bien. C'est, tout ça, je pense que c'est important. C'est Très quelque bien, chose très bien, d'important. très clair. Très clair. OK, très bien. C'est quoi les perspectives d'avenir du coup de Vision Business Consulting? Donc, on a parlé des États-Unis. Est-ce que vous avez des projets alors, il y a la période de Covid, on espère que ça va passer le plus rapidement possible, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir, un développement sur l'Afrique, sur d'autres pays, sur d'autres villes marocaines, sur d'autres pays autres que ceux sur lesquels vous êtes déjà présent? Alors, effectivement, la première étape, c'est de stabiliser suite à la tornade La du Covid. pandémie? Voilà, c'était très difficile, la vérité. C'était complexe, hein. Pas que pour moi, mais pour tous les amis qui dirigent également des entreprises. Euh, Vraiment, on s'inscrit dans, dans l'adage quand je me vois, je me désole, quand je me compare, je me console. Vraiment, vraiment. Mais حال أحسن من حوال. L'important, c'est qu'on survit toujours. L'important, c'est qu'on a gardé nos ressources, à la fois humaines, matérielles, alhamdoulilah, qu'on a gardé 70% de nos clients. C'est le plus important. Et qu'on a toujours les bases nécessaires et les ingrédients pour une relance réussie. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, le pipeline projet qui s'approche est très, très prometteur et promet un retour à ce qu'on était à ce qu'on était en 2019. Par rapport aux perspectives d'évolution, il y a des perspectives d'évolution en fin d'année, début d'année prochaine concernant l'Afrique, avec l'ouverture en Côte d'Ivoire d'une filiale. C'est en cours d'étude. On a déjà pris contact avec le futur directeur général local, qui était un ami. En fait, on a fait nos études ensemble à Bordeaux. Euh, avec lequel il y a un très bon relationnel et qui est également expert dans les systèmes d'information et qui a également des connaissances sur place sur lesquelles on peut tous capitaliser. Donc, on est toujours en phase de négociation des différents pourcentages d'associations les uns avec les autres. Il y a également le développement commercial en France et aux États-Unis. En France, chez d'autres clients. Aujourd'hui, on a 5 clients en France. L'objectif, c'est d'en avoir davantage, de développer l'activité commerciale. On est en train d'y travailler à fond en ce moment. Parce que face à l'adversité, on a deux choix, hein. Soit on se protège, on est dans la défensive, soit on est dans l'attaque davantage. On a choisi d'attaquer davantage. Donc, on vient de restaffer, de recruter euh, d'autres personnes au niveau de la direction commerciale pour la fortifier davantage, pour essayer d'avoir d'autres clients également localement au Maroc, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au Maroc. Et pour les États-Unis, on est en train d'avancer doucement, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait avoir d'autres clients autres que le seul client qu'on a sur place. Très bien. Donc, voici le levier de développement. Et tout ça, bien entendu, l'objectif, ce n'est pas d'aller à un chiffre ou un objectif en termes de chiffre d'affaires ou en termes de nombre de salariés. L'objectif, c'est de faire notre maximum pour, euh, pour, euh, pour passer du bon temps. Franchement, pour passer du bon temps,
pour faire en sorte de créer une dynamique autour de nous, de créer des offres d'emploi, Développer euh, une développer belle une marque belle employeur. et voilà, une marque. Sincèrement, c'est un intérêt d'abord, pas pécunier, mais c'est d'abord un intérêt euh, en termes de création. En fait. C'est le fait de créer, le fait d'entreprendre pour entreprendre, Très plus bien. que d'entreprendre pour gagner de l'argent, etc. Sincèrement. Très bien, super, super. Ben, très bien, très bien, c'est très intéressant. Youssef, moi je voulais te parler justement, comme dans Aidatech, on se concentre sur les startups. Je sais que chez Vision Business Consulting, toi, tu as développé deux outils où tu commercialises deux outils. Alors, ce n'est pas des startups encore, ce n'est pas des filiales à part, mais tu as deux outils que tu commercialises au Maroc et à l'étranger. Donc, le premier, c'est Hélicoptère, on en a parlé, c'est un projet sur lequel on a travaillé tous les deux pendant une année et demie, voire 2 ans, qui est un logiciel de gestion de la cooptation. Donc, Oui, voilà que tu mets à disposition des entreprises pour qu'ils puissent un peu dynamiser leur canal de recrutement via la cooptation. Et tu as un deuxième outil qui est Schoolidoo, qui est un genre d'ERP pour les établissements scolaires. Donc, on sait que le domaine de l'éducation aussi, il y a beaucoup de startups au Maroc dans ce domaine-là et ça bouge pas mal. Et ton outil est très intéressant parce que tu gères toutes les activités d'un établissement scolaire. Alors, je ne sais pas si tu es concentré sur le primaire ou c'est tout établissement, peu importe le niveau et la taille de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux outils-là? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu penses à les créer en tant que filiale pour qu'ils prennent leur envol? Et quelles sont les perspectives sur ces deux outils-là? pour hélicoptère, mais parce on a laissé le projet dormir trop longtemps. Pour hélicoptère, c'est un très beau projet, une très belle idée qui est à la base ton idée. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais Euh, l'important, c'est l'exécution, hein, c'est pas l'idée. Donc, Effectivement, moi j'avais développé ça avec ces petites mains à l'époque. J'ai pas développé depuis 7 ans maintenant. Mais effectivement, on avait développé un beau logiciel qui est un logiciel de cooptation qui permet aux entreprises de favoriser et d'augmenter les recrutements qui viennent via ce canal de cooptation, un canal qui est reconnu par l'ensemble des responsables de ressources humaines et des directeurs RH comme le canal le plus qualitatif, le moins cher et le plus prioritaire en tout cas pour tout recrutement. Donc ça passe par de la gamification, ça passe par des KPI et des indicateurs clés de performance permettant de bien piloter les différentes personnes recrutées. Ça passe par du partage sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, pour capter plus de candidats cooptés et également pour procéder à de la promotion de la marque employeur. Et c'est un beau logiciel pour toute entreprise qui souffre de problèmes liés à un taux de turnover élevé, tels que les centres d'appel en particulier, tels que les sociétés de services d'une façon générale. Donc, c'est un beau produit et il faut continuer à avancer dans ce sens. Oui, donc en fait, il fait partie des produits qu'on commercialise. Et le logiciel Scolido, qui est un logiciel de gestion de la partie admission et de la partie inscription au niveau des écoles, tout type confondu. Alors, il est vrai que vu l'aspect réglementaire très présent au niveau des écoles primaires, collèges et lycées, on s'est orienté plus vers les écoles de langue et vers les écoles de cours de soutien scolaire qui sont devenues notre cible principale pour ce logiciel-là. Ce alors sont pour quelles raisons réglementaires, justement? en fait aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale marocain, il y a un logiciel qui s'appelle Massar. C'est un logiciel pour lequel on est obligé de s'interfacer. Euh, Sinon, finalement, l'outil n'a plus de réelle valeur. Parce que le logiciel Massar est le logiciel où il y a l'ensemble des notes, des étudiants,
D'accord. également de présence, etc. Mais pour s'interfacer avec le logiciel Massar, il faut rentrer en contact avec le ministère, mettre en place des ateliers techniques avec les interlocuteurs pour que ça passe en EDI. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai trouvé compliqué. En tout cas, j'ai essayé pendant plusieurs mois et on n'avait pas réussi à rentrer en contact direct avec eux. Et donc, on a laissé tomber en fin de compte parce que ça consommait beaucoup d'efforts pour pouvoir, pour pouvoir nous interfacer avec ce système-là. Surtout qu'il y avait d'autres produits qui étaient plutôt corrects aussi et qui permettaient un interfaçage avec ce système. Donc, en fait, on s'est dit, on préfère éviter les spots et les endroits où il y a une obligation réglementaire et on s'est orienté vers les écoles de langue et il y en a beaucoup. Et les écoles de soutien scolaire, il y en a beaucoup. Et ça permet de gérer les admissions, de gérer les inscriptions, de gérer les présences, D'accord. d'envoyer un SMS l'oualidi la majitish, timchish la bkol bazar, ça fait c'est le contact. Voilà. Donc tout ça, Ça aurait bien servi. Je pense que ma mère l'aurait pris s'il existait il y a une vingtaine d'années. la mienne aussi, la mienne aussi. Heureusement qu'on n'était pas là. Justement, donc toi, tu as déjà des clients pour ce logiciel-là, tu as déjà des clients existants. Tu penses pas que, est-ce que tu penses à sortir ce logiciel, à créer une filiale indépendante pour que cette filiale aille chercher des fonds, des choses comme ça? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives maintenant au Maroc pour les startups, pour des levées de fonds, des accompagnements. Est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être une idée justement vu que tu as déjà quelques clients, tu as déjà une base client et tu as déjà un vécu sur ce logiciel-là, de créer une filiale à part et qu'elle soit indépendante, gérée peut-être par Vision Business Consulting, mais en tout cas qu'elle soit indépendante, qu'elle aille chercher son marché, ses clients, son financement? Ou est-ce que pour l'instant, c'est pas encore quelque chose d'envisageable? Alors, je vais te parler concrètement, très honnêtement. Euh, Chauffe, au Maroc, il y a beaucoup de difficultés par rapport à la création de start-up, énormément de difficultés. Et, et également, d'un point de vue stratégique, il y a des moments où, pour moi en tout cas, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Anna, premièrement, il y a ce que j'appelle Anna, personnellement le syndrome de Jouha. Le syndrome de Jouha, c'est lorsqu'on souhaite créer un logiciel purement marocain et le déployer chez des PME, la PME du coin. Alors, une école est une PME, Oui, une école privée est une PME, une petite usine, une petite industrie est une PME. Il y a souvent les gens qui disent Anna, je ne vais pas payer autant d'argent pour avoir un logiciel qui m'organise ça, alors que je peux rapidement recruter des gens qui me coûtent un SMIC de 2700 dirhams et qui peuvent, deux personnes peuvent me faire la même organisation qu'il y a sur ce logiciel. Et ils ne voient pas l'intérêt de payer un prix de plusieurs dizaines de milliers de dirhams par an pour un abonnement à un logiciel SaaS. Dans la mentalité marocaine. Euh, ça c'est toujours un problème qui existe. Les Marocains ont l'habitude d'aller à Drbrlef et d'acheter AutoCAD pour 20 dirhams. C'est تشتري et on l'a logiciel tous fait, on l'a tous fait. voilà, donc chez Moulef يشتري logiciel بالدراح, il ne voit pas vraiment pourquoi est-ce qu'il va payer énormément d'argent pour un logiciel. Et ça, c'est un premier frein. En tout cas, moi, un frein que j'ai beaucoup rencontré lorsque j'ai essayé de vendre du logiciel. Alors, il y en a qui réussissent plutôt bien, alors pas sans difficulté, mais qui réussissent quand même. Je pense à un logiciel qui s'appelle Manageo, Youssef, que je salue d'ici. Que tu as croisé, tu étais voisin dans la Technopark pendant quelques années. Exactement, exactement. Il y a d'autres logiciels qui réussissent à avancer. Ça demande énormément de courage. C'est des gens qui sont très courageux, que je salue beaucoup. Euh, mais en fait, se lancer dans du logiciel, dans des logiciels comme ça, c'est un peu comme si ton fils te dit je veux devenir chanteur. D'accord. Alors, est-ce que ça peut marcher? Au Oui, ça peut football, marcher. Ah ouais, ou le footballeur, exactement. Est-ce que ça peut marcher? Oui, ça peut si marcher. ça Mais quelle marche, est la ça probabilité? cartonne, mais il y en a Ça plein qui ne cartonne. réussissent pas. Voilà, il y en a,
il va réussir, il a une chance sur 10 000 pour réussir. D'accord? Effectivement, s'il réussit, ça va cartonner. Alors que s'il te dit je veux devenir médecin ou ingénieur, bah, il a une bonne chance sur plus qu'une chance sur deux de C'est réussir. exactement ça, c'est exactement ça la différence entre une société classique et une start-up. Une start-up, ça cherche un modèle scalable, donc très difficile à avoir sur un marché particulier. Donc, effectivement, il y en a très peu, il y en a moins de 1% qui réussissent. Donc, ça, c'est Effectivement, sûr. Badr, les trois dernières années, j'ai eu, allez, pour ne pas exagérer, j'ai eu au moins honte de lancer une start-up. Pardon, Parce que on a été coupé, tu as eu quoi? On n'a pas entendu. les trois dernières années, j'ai dû avoir au moins 8 occasions différentes de lancer une start-up D'accord. différente, avec des produits qui ont une réelle valeur sur le marché, qui pourraient effectivement changer un écosystème. Un logiciel dans la distribution, un logiciel dans l'industrie pharmaceutique, un logiciel dans l'agriculture, beaucoup de logiciels, un logiciel dans les drones et dans l'inspection des panneaux solaires Donc, photovoltaïques, un autre le logiciel besoin est là, le logistique. besoin est présent. Le Les deux. besoin est là, le besoin est là, les clients sont là, les équipes, on les a, l'idée est là, on a même un POC, un Proof of Concept qui existe, on a tout. Et donc, c'est l'éducation des clients qui est un peu difficile. Les petites PME, les moyennes, les PME moyennes, il faut changer un petit peu cette façon, cette vision et cette façon de voir les sociétés de logiciels. C'est ça qui bloque un petit peu. C'est la mentalité un peu des entreprises moyennes au Maroc, c'est ça, hein? Exactement. Sauf à un moment donné, il faut choisir son camp. D'accord. Et comme on dit, en fait, euh, pendant la ruée vers l'or aux États-Unis, il y avait les gens qui cherchaient de l'or, mais ceux qui se sont fait vraiment d'argent, c'est les vendeurs de pelles. D'accord. D'accord? Les vendeurs de pelles, les propriétaires des restaurants, etc. Moi, je vends des pelles. Aujourd'hui, je ne cherche C'est plus de clair. l'or. Après, après, Et ça va après, très bien. Et ça non, me mais fait plaisir parce après, que il faut des les fois, deux. En fait, il faut les deux. Au Maroc, il y a des sociétés de services, il y a des ESN, il y a des boîtes de logiciels, il y a un peu de tout. Et il faut aussi avoir des startups, même si elles sont difficiles, même si le taux de réussite est très bas, même si c'est très compliqué, même si le financement est rare. Il faut avoir, en fait, il faut avoir de tout. Et il faut avoir les startups parce que les startups, ça permet, et ça a été prouvé dans pas mal de pays, hein, je le vois en France ou ailleurs, les startups recrutent énormément, ceux qui réussissent. bien sûr, Alors, il y en a plein qui ne réussissent pas, mais dans celles qui réussissent, il y a beaucoup d'emplois à créer, il y a beaucoup de perspectives pour les jeunes. Donc, en fait, il faut avoir les deux. Et quand on veut créer une boîte, il faut justement savoir quel type de boîte on veut créer, quel type de risque on veut prendre pour lancer soit une société classique ou une start-up. Et justement, c'était le but de t'avoir, toi, Youssef, qui connaît un peu les deux milieux, que tu navigues entre les deux mondes, pour avoir ton expérience. Et c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Youssef. C'est avec une, plaisir, mais il faut pas s'arrêter sur une note négative comme pas ça. du tout, Moi, justement, justement, pas du lancer, tout. lancer, lancer une start-up, moi j'encourage effectivement les gens à lancer une start-up, à avancer, à suivre leurs rêves. Si je dis que le contexte au Maroc est difficile, ça ne veut pas dire qu'il est impossible. C'est un contexte de toute façon qui est en train d'évoluer et il évolue vers le mieux. Euh, il faut dire qu'il y a également des organismes qui permettent aux gens de financer leur start-up, qui permettent un accompagnement total et global, à la fois d'un point de vue relationnel, c'est-à-dire qu'ils connectent les gens aux bonnes personnes, d'un point de vue coaching, c'est-à-dire qu'ils donnent les bonnes pratiques à avoir, ils donnent la ligne directrice, Ils font de ils aident l'accompagnement, de l'accompagnement, du de financement l'incubation. également, Ouais. de l'incubation. Alors, il n'y en a pas beaucoup au Maroc, mais il y en a. Il y en De a. plus en plus, de plus en De plus, plus en plus. nous, on a fait une liste, on a fait un post dans naidatech.com et vous pouvez voir en fait la liste des incubateurs et des accélérateurs qui existent au Maroc, les différents programmes privés et publics pour l'appui aux startups. Il y en a de plus en plus. Chaque jour, on entend parler d'un nouveau programme qui a été lancé dernièrement.
il y a le programme d'appui aux startups industrielles qui a été lancé. J'ai entendu dernièrement aussi la création de l'incubateur ISRA Maroc aussi, qui permettra de financer les startups marocaines ou d'incuber des entrepreneurs marocains. Donc, les initiatives, il y en a tout le temps. Il y a 212 founders qui sont à leur deuxième batch et qui ont déjà accompagné plus d'une trentaine de startups au Maroc et à l'étranger. Donc, les initiatives, il y en a de plus en plus. Et effectivement, il faut juste connaître ce que ça implique de lancer une startup, les difficultés voilà, pour bien le faire et pour le faire pour les bonnes raisons. Mais effectivement, on encourage tout le monde à aller de l'avant et à innover et à créer des startups au Maroc. Il ne faut pas rester sur sa faim, il ne faut pas être sur des regrets. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenté notre chance? Il faut tenter sa chance. Si on a une idée, si on a les capacités à y aller, si on a également l'envie de prouver qu'on vaut mieux que ce que les autres pensent qu'on vaut, ben, il faut le prouver, il faut y aller. Il ne faut pas il faut pas rejeter toujours la faute sur un tel ou un tel, mais il faut se prendre en main et il faut prouver que voilà, notre valeur, c'est ainsi et il faut y aller. Et Voilà, ça sera le mot de la fin, si Youssef. Merci il faut y aller. beaucoup. Je tiens à dire une chose. Dans les startups, on commence par la love money, donc les friends and family. Et les Naïda Tech Interviews, c'est l'un des premiers interviews que je fais avec toi. Donc, pareil, c'est friends and family pour Naïda Tech Interview. Merci beaucoup, Youssef. À bientôt. Et un bisou aux enfants. Merci à toi aussi. À bientôt, Inch'Allah. Bientôt. Merci beaucoup. Ciao.